Je pense que nous devons passer au prochain intervenant. J'aimerais vous présenter Marc Verdier, qui est professeur à l'école d'architecture de Nancy. Il est directeur de CAUE 54. C'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement. Marc Verdier a écrit un livre. C'est un livre qui fournit une stratégie aux communes, comment gérer, contrôler le changement climatique. Et il va nous en parler. Merci, bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai les deux fonctions qui viennent d'être citées, c'est-à-dire que je suis dans une école d'architecture, c'est-à-dire que j'ai en face de moi des jeunes qui vont travailler entre 2025 et 2070. Et puis, après une vingtaine d'années où j'ai été maître d'œuvre, plutôt dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, où j'ai fait des quartiers, des espaces publics, voilà. Je suis en train de terminer ma carrière dans un organisme qui existe dans toutes les collectivités départementales en France, qui s'appelle un CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et dont notre principale mission est d'être finalement en amont de la façon dont les décideurs élus aménagent leur territoire. Vous savez qu'en France, on a cette particularité d'avoir un territoire extrêmement morcelé. Et dans le département qui est la Meurthe-et-Moselle où je suis, qui est frontalier avec la Belgique et le Luxembourg, il y a 591 lieux de décision. Et donc la question que je me suis posée quand je suis arrivé aux manettes de cet organisme qui est là pour accompagner les territoires, c'était de dire qu'est-ce que je fais avec de l'argent public qu'on a mis dans mes mains, avec une équipe d'une dizaine de professionnels, architectes, paysagistes, ingénieurs. Quelle est ma mission? Et je me suis dit que, Météo France nous l'a rappelé tout à l'heure, il y avait une urgence absolue d'accompagner ces territoires dans l'accélération de la façon dont on pouvait imaginer de transformer et d'adapter surtout les territoires aux chocs qui vont arriver. Donc je me suis dit que c'était la seule mission que je pouvais avoir. Je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir travailler. Alors les constats, on les connaît. Peut-être on va passer très très vite, mais vous le savez, la consommation des sols, les formes urbaines extrêmement pauvres et surtout porteuses de formes de ségrégation sociale et territoriale, des pièges sur les mobilités obligatoires. En France, on a eu les gilets jaunes, vous savez ça. La disparition des services, l'éloignement, les catastrophes. Dieu sait si dernièrement en Belgique et en Allemagne, on les a vécues. La photo qui est ici est plutôt issue des phénomènes méditerranéens qu'on vient encore d'avoir la semaine dernière, mais là qui était lié à la tempête dite Alex du 2 octobre dernier dans les vallées du Mercantour, de l'arrière-pays niçois. Les sécheresses, les forêts en détresse, qui interrogent les architectes aussi sur la question de la fameuse ressource bois qui est le Graal du développement durable. Et donc, tous ces constats se superposent à des constats que moi je fais en tant que professionnel sur, alors peut-être je vais être un petit peu iconoclaste, mais peut-être sur l'inefficacité, en tout cas l'efficacité discutable de l'ensemble de la panoplie réglementaire que nous avons mis en place en France en tout cas, qui est une forme de normes, de système extrêmement normatif. Et encore une fois, les maîtres d'œuvre, je pense que c'est vrai dans tous les pays européens, se confrontent à ces questions-là. Et donc, on réduit sans doute les possibles pour éviter, soi-disant, le pire en matière de qualité architecturale, urbaine, paysagère, donc avec tous les documents d'urbanisme que vous connaissez, mais aussi toutes les normes qui, finalement, pour moi, enferment et formatent beaucoup et prennent une énergie absolument énorme à toute une mécanique administrative, mais aussi décisionnelle, puisque les élus passent des années à mettre en place tous ces éléments auprès des techniciens qui les accompagnent. Alors ces impasses, elles arrivent à un certain nombre de choses, mais ces impasses, elles sont aussi liées, me semble-t-il, moi je vois bien chez nous, les systèmes fiscaux, par exemple, sont complètement enfermants. Je prends toujours un exemple que je trouve assez étonnant. En France,
il y a un impôt sur le bâti. Quand vous êtes propriétaire, vous payez sur un enjeu qui me semble être un enjeu décalé, qui est la surface habitable. Au lieu de poser la question, qu'est-ce que j'occupe comme sol? C'est-à-dire que si vous avez 100 mètres carrés habitables sur une parcelle de 4000 mètres carrés, vous payez la même chose que quelqu'un qui a 100 mètres carrés habitables en centre-bourg. Et donc on n'est pas sur les vrais enjeux. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet entre la mécanique fiscale, par exemple ici, mais ça va être vrai sur tout le système qui, me semble-t-il, n'est plus adapté. Alors, et on vient de l'entendre, mais moi je me dis qu'il y a eu des grands récits. Vous connaissez sans doute pour beaucoup la fresque qui est en partie haute de l'image, qui est la fresque des frères Lorenzetti, qui est du début de la Renaissance italienne dans le palais du gouvernement à Sienne, qui est le projet de gouvernement et le projet de société porté par les seigneurs de Toscane du début de cette Renaissance et qui, vous le voyez, est un projet de société, un projet de gouvernement évidemment, mais un projet de société qui quelque part se traduit dans l'espace, et c'est un peu nos métiers, et se traduit dans l'espace, vous le voyez d'ailleurs, avec un projet très clair, on pourrait le décortiquer morceau par morceau, mais qui dit déjà une chose extrêmement limpide ici, c'est que les villes et les campagnes ont la même valeur, ils sont dans une logique de complémentarité extrêmement forte. Bien sûr, l'image dessous nous raconte que le paysage d'aujourd'hui, dont on hérite, nous raconte ce que Valérie Jousseaume vient de nous rappeler, c'est-à-dire l'ère moderne dans laquelle nous sommes, pour chaotique qu'elle soit, avec cette espèce d'incertitude d'aménagement et la fameuse France moche qui a fait la une de beaucoup de journaux il y a quelques années, mais dans lequel on est certainement encore beaucoup. Et puis quand même, la question, c'est effectivement celle qui nous est posée là depuis ce matin, le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, en se disant, mais vers où on va? Alors, dans mon rôle, dans l'organisme dans lequel je suis, en tant qu'architecte, urbaniste, je me suis posé cette question de qu'est-ce que j'allais mettre en relation pour échapper simplement à la question qui était le rôle peut-être premier de l'architecte, qui est celui de construire, et la question du bâti, et se poser la question plutôt de l'habiter plutôt que simplement de l'habitat, ou alors de l'habitat au sens naturaliste du terme, c'est-à-dire le lieu où l'on habite. Et donc je me suis dit que c'était des questions qui étaient celles de l'agriculture, de la santé, de l'alimentation, mais également des matières de façon générale, des matériaux, de l'énergie, et que tout ça fabriquait effectivement du paysage, c'est-à-dire du cadre de vie, avec sans doute cette question de quel paysage pour l'ère de l'après-pétrole. Alors, bien sûr, des choses tout à fait réjouissantes, et je pense que ça a été évoqué hier beaucoup, d'après ce que j'ai compris, mais c'est les questions d'une architecture qui prend en compte ces sujets-là. La crise du Covid a renforcé la question du retour des campagnes et peut-être de nouveaux équilibres à trouver entre villes et campagnes, et puis des hybridations de programmes où l'on voit les tiers-lieux, parce que l'ère du numérique, mais aussi les besoins de rencontres et de rencontres des différences, de gens qui ont des préoccupations peut-être très individuelles, mais qui en même temps ont envie de se confronter, d'habiter ensemble, de créer du participatif dans tout un tas de domaines. Et puis, bien sûr, les politiques publiques qui sont en train de se mettre en place, en tout cas chez nous, on voit bien qu'il y a un basculement aujourd'hui des politiques petites villes de demain, etc., sont des politiques sur lesquelles le gouvernement français est en train de mettre en place des choses assez lourdes, assez importantes, et on voit bien que les politiques publiques émergent sur des sujets qui étaient un peu oubliés, en particulier sur les questions des campagnes. Alors bien sûr, la question pour moi, elle était d'échapper au discours anxiogène, éco-anxiogène, dans lequel nous sommes tous plongés sur les questions d'effondrement, les questions de collapsologie, qui évidemment nous interrogent fortement, moi le premier, et je me suis dit que la question c'était des récits, de fabriquer un récit, c'est-à-dire finalement, mais vers où on va? C'est-à-dire quel est l'horizon vers lequel on peut se positionner pour essayer d'emporter l'ensemble d'une société. Moi, mon public premier, ce sont les décideurs, je vous l'ai dit, les micro-décideurs, mais micro comme ça, vu de loin, parce que j'en ai 591, mais qui ont chacun évidemment un contact immédiat avec les habitants, donc ce sont des décideurs absolument essentiels, vers un récit qui peut être un récit de grande qualité. Alors, on s'est dit que ce récit, il fallait le faire de façon positive.
Alors, l'organisme dans lequel je suis s'est dit, mais on va fabriquer un carnet de voyage, hein, et vous le voyez sur la droite. Alors, 2054, parce que 2050, et il se trouve que vous savez qu'en France, les territoires et les départements sont numérotés. Il se trouve que celui dont je viens, c'est un département 54, Meurthe-et-Moselle, et ça tombait bien. J'aurais été dans les Ardennes 2008, c'était trop tard. 2054, ça tombait pas mal. Donc, on s'est dit, on va faire un carnet de voyage en se disant finalement, qu'est-ce que pourrait être un récit dans ces territoires-là. Alors on l'a fait et on a voulu le faire de façon aimable, de façon joyeuse, peut-être de façon désirable. Et donc on l'a fait sous forme d'un carnet de voyage à l'aquarelle. Et l'aquarelle n'est pas innocente, c'est-à-dire c'était cette question de comment je donne envie et comment je donne un horizon avec une certaine naïveté, certes, parce que comment se projette-t-on en 2054, mais surtout ce que l'on a souhaité faire, c'était mettre en relation différentes données qui étaient celles de l'habitat, au sens naturaliste du terme, encore je l'ai dit, c'est-à-dire comment je m'alimente, comment je suis responsable de ma santé, comment peut-être je me déplace moins parce que je suis dans des territoires plus autonomes, c'est-à-dire qu'on a poussé les curseurs un petit peu loin sur un certain nombre de sujets qui pouvaient s'imbriquer pour parler peut-être des modes de vie, parce qu'on s'intéressait au cadre de vie, et que s'intéresser au cadre de vie, nécessairement, c'est repositionner la question des modes de vie de demain qui ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Je pense que c'est absolument évident, ça vient d'être rappelé par Valérie à l'instant, et évidemment, son travail n'est pas déconnecté du travail que nous-mêmes avons fait, on se connaît un petit peu. Donc, on a travaillé là-dessus et encore une fois, on s'est appuyé sur des choses qui étaient réalisées. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, enfin, c'était la façon dont on a envisagé ce carnet de voyage. On ne l'a pas envisagé comme étant l'idée qu'on allait être dans une forme de révolution territoriale ou être dans une sorte de fiction territoriale. Mais on a fait le tour de notre territoire avec un regard évidemment aussi un petit peu ailleurs que dans simplement notre département, et on a fait le tour des bonnes initiatives, des belles initiatives et des initiatives alternatives, parce qu'en fait, plein de choses émergent et des choses tout à fait intéressantes dans tous les domaines, que ce soit ceux de l'architecture et de la construction, ceux de l'agriculture, ceux des mobilités, ceux des façons de vivre ensemble, celles des façons de travailler. Et donc, on a fait d'abord ce travail de parcours des belles initiatives qui existaient, et puis on a poussé les curseurs. Alors, évidemment, la question, c'était réparer. Donc ici, par exemple, un exemple sur des carrières, évidemment, surexploitation de matériaux, on le sait, y compris chez nous, évidemment, au bord de la Moselle, par exemple, où on a des carrières d'exploitation de matériaux de façon extrêmement importante pour des constructions de tout ce que vous savez, les ronds-points, les infrastructures, ou le bâti d'ailleurs, hein, la construction. Et donc on s'est posé la question, mais sans rien inventer, parce que les choses se font déjà, comment ces lieux pouvaient être des lieux propices à une biodiversité riche, mais en même temps capable d'avoir, ça peut être aussi un lieu qui serait un lieu où l'on viendrait apprendre, mieux connaître, développer sa connaissance et donc le respect de ces sujets-là. Donc il y avait les questions de réparer, il y avait évidemment la question de réutiliser le bâtiment, vous l'avez évoqué, peut-être de travailler sur des ajustements du bâti existant, peut-être to build or not to build étant la vraie question, c'est peut-être moins construire, voire ne plus construire, mais par contre transformer, adapter. On a en tout cas dans les ruralités qui sont mon quotidien dans mon département énormément de bâtis qui est sous-utilisé ou pas utilisé. Et puis, encore une fois, en s'appuyant sur des choses qui existaient pour faire ce récit intégrateur de l'ensemble, encore une fois, de toutes ces données, y compris évidemment sur les transformations d'un paysage capable de se passer de la chimie, capable de nourrir une population avec une qualité d'alimentation qui était liée à une qualité de santé, qui en même temps était un capteur de CO2 et une capacité aussi de transformation des modes d'alimentation qui permettaient de remplacer, comme vous le savez, la viande par des légumineuses, etc. Et tout ça se lie dans les paysages. Et encore une fois, agroforesterie. Enfin, on a déroulé
on a essayé de dérouler dans ce récit sur un territoire, on a essayé de dérouler finalement l'intégralité de tout ça et de l'organiser autour d'un récit commun qui essaye de se positionner sur la façon dont on peut essayer de passer de cet archipel d'initiatives qui existe à quelque chose qui ferait bloc et sur lequel on pourrait sans doute essayer de porter la décision de l'ensemble des collectivités sur lesquelles on est. Ça veut dire que ce récit, sans doute, il peut avoir un aspect un peu naïf. Alors, ce bouquin, on l'a envoyé aux 591 maires, et puis on l'a accompagné d'une exposition, d'ateliers dans les communes, et puis on est maintenant sur l'outil suivant, qui est l'accompagnement sur ce qu'on appelle l'élu et le réchauffement climatique. C'est maintenant le maire, comment on l'aide à activer les bons leviers, là où il est, avec les questions qui se posent et avec ce qui aujourd'hui est possible, en allant vers cet horizon-là. Ce carnet de voyage, vous allez me dire, vous qui êtes pour beaucoup, j'imagine, en tant que beaucoup d'architectes et peut-être des élus aussi, monsieur le ministre qui est là aussi, vous allez me dire où est l'opérationnalité de tout ça. Et en fait, mon parcours m'a amené à me rendre compte que l'accumulation des outils ne remplaçait pas le désir de transformation. Et moi, je vois encore dans les politiques publiques, j'étais encore à la préfecture de Meurthe-et-Moselle il y a 2 jours, sur la mise en place de la politique Petite Ville pour demain, et j'étais un peu comment dire, interrogatif sur la capacité à dérouler devant les élus qui étaient dans cette salle l'ensemble de tous les outils qu'ils avaient devant eux, sans finalement leur dire vers quel projet désirable vous pourriez aller, qui est un vrai projet de transformation des modes de vie, derrière lequel la question du cadre de vie pourrait aller. Donc, bien sûr, ce travail-là ne va pas alimenter les revues d'architecture ou les savoir-faire techniques, mais je pense qu'elle est là pour essayer d'amener un peu d'envie sur un monde transformé lourdement, avec évidemment moins de mobilité, moins de construction, une autre forme de moyens mis sur la façon dont on s'alimente, dont on vit ensemble, avec, encore une fois, peut-être ce côté un peu naïf, mais qui est celui qui me semble être celui dont on a besoin dans un monde extrêmement chaotique, extrêmement anxiogène. Et encore une fois, ces besoins de récit qu'on a pour avancer. Et j'étais assez réjoui quand, c'était pendant le premier confinement où nous étions un peu enfermés, j'ai contacté quelqu'un qui s'appelle Dominique Bourg, qui est philosophe franco-suisse, qui était président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot en France, et qui est extrêmement sollicité et qui m'a dit qu'il n'avait pas de temps normalement pour faire l'avant-propos d'un ouvrage comme celui-là, mais qui a accepté de le faire en me disant je le fais parce que je suis assez convaincu qu'on manque de récits et que c'est aussi parce qu'on aura des récits engageants, positifs, que peut-être on actera d'une transformation réelle de la façon dont on peut transformer les modes de vie. Et pour ce qui nous concerne, nous, paysagistes, architectes, urbanistes, c'est le cadre de vie comme expression, le paysage comme expression d'une nouvelle façon d'être au monde. Ah, quand même, juste ça, je voulais terminer, mais je mets celle-là parce que ça, c'est une zone commerciale à la sortie de Nancy. Et au premier plan, c'est aujourd'hui un rond-point avec des grands parkings. Les bâtiments sont ceux qui existent aujourd'hui, qu'on s'est amusé à transformer. Je le mets, vous avez la photo en bas d'ailleurs, je le mets juste parce que je me dis que nous sommes dans un bâtiment, et tout à l'heure, je regardais avec beaucoup de plaisir les ruches, la nature qui reprend sa place, et je me dis finalement, quand on dessine ça, et qu'on vient ici, c'est ça qui va se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.